Bonjour! Dans cette capsule, on va vous expliquer comment on a créé les schémas. Et quelle terminologie on a choisi d'utiliser. Alors, on a créé les schémas pour mettre en évidence l'homologie. Qu'est-ce que c'est l'homologie? On dit généralement que des organes homologues sont des organes qui ont la même origine embryonnaire et qui se développent de manière similaire chez différentes espèces, même si parfois ces organes-là vont remplir des fonctions différentes chez différentes espèces. C'est le cas des membres antérieurs des vertébrés, le bras humain, l'aile d'une chauve-souris ou la nageoire d'une baleine. Les organes homologues peuvent avoir la même fonction ou non, mais ils ont surtout la même origine embryonnaire. Même s'il s'agit de la même espèce, on parle aussi d'organes homologues pour les corps typiquement masculinisés ou féminisés. Par exemple, dans les figures suivantes, les gonades sont colorées en jaune. Donc les testicules et les ovaires sont des organes différents, mais ils proviennent de la même structure dans le développement fœtal. C'est la même chose pour les ovotestis, qui sont des gonades qui contiennent à la fois du tissu testiculaire et ovarien. On peut retrouver dans les schémas anatomiques des corps intersexués les mêmes organes homologues. On espère ainsi illustrer la diversité dans laquelle les corps peuvent se représenter. Pour créer des schémas, on a d'abord puisé dans la vieille littérature médicale, puisqu'on y documente des corps adultes qui n'ont pas subi l'intervention. En effet, ça fait plusieurs décennies que les personnes intersexuées subissent des interventions médicales non consenties pour modifier leur corps. On vous suggère d'ailleurs d'aller écouter certains de leurs témoignages dans la section Autres ressources du site web. Lorsque les informations n'ont pas pu être obtenues dans cette vieille littérature, on s'est alors fié à la littérature plus récente qui documente, par exemple, des structures anatomiques grâce à des radiographies. Mais il se peut que ces structures aient été influencées par des interventions médicales. Finalement, à de rares moments, certaines informations étaient aussi manquantes. On a donc extrapolé certaines caractéristiques tout en essayant de demeurer le plus rigoureux possible. Pour traiter de l'anatomie humaine, on retrouve deux terminologies différentes. La première utilise des éponymes, alors que la seconde les évite. C'est plutôt en médecine qu'on utilise les éponymes. Par exemple, lorsqu'on fait référence au tube utérin tel que décrit par Gabriel Fallope, on parle alors des trompes de Fallope. En 1895, la nomenclature internationale dite Nomina Anatomica a été créée pour établir des termes communs à travers le champ. Il a été alors décidé de ne plus utiliser les éponymes, et c'est ce qui est habituellement utilisé dans le champ de l'anatomie. Dans le programme de formation de l'École québécoise, la terminologie avec éponyme est utilisée. Nous, on a plutôt choisi de privilégier la terminologie anatomique actuelle lorsqu'elle nous permet d'illustrer l'homologie entre les corps typiquement féminisés et masculinisés. Par exemple, on utilise les termes corps spongieux et corps caverneux, qui sont présents dans tous les corps, au lieu d'utiliser les termes pénis et clitoris, qui mettent plutôt l'accent sur les différences. Aussi, on propose une nouvelle terminologie simplifiée pour les élèves secondaires lorsque la terminologie actuelle n'est pas suffisante pour mettre en évidence l'homologie. Par exemple, on propose d'utiliser glandes de lubrification pour parler des glandes vestibulaires majeures et des glandes bulbo-urétrales.